tous. Alors, bienvenue à ce petit déjeuner virtuel consacré à l'actualité de la recherche scientifique sur l'univers du pèlerinage et des pèlerins des chemins de Saint-Jacques. 3 intervenants et quelques informations d'actualité ou quelques signalements de ressources à la fin des 3 interventions. On va donc, chaque intervenant va présenter ses problématiques et son travail de recherche pendant un quart d'heure. Alors, je rappelle que la connaissance scientifique ou la connaissance développée grâce à une recherche scientifique continue et pluridisciplinaire est un socle, est une orientation, est une nécessité prévue dans les grands textes internationaux des reconnaissances culturelles, le Conseil de l'Europe, l'itinéraire culturel du Conseil de l'Europe ou le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, la connaissance scientifique fait partie de toute bonne politique de préservation, valorisation, transmission d'un héritage culturel. Vous avez quelques exemples à l'écran d'actes de colloques qui ont été menés depuis 2018 autour de la thématique des chemins de Compostelle, des pèlerinages, des routes, des pèlerins, et de tout cet univers qui mobilise de la pluridisciplinarité. On va commencer avec Corentin Olive, qui est doctorant à l'université Montpellier Paul Valéry, qui est au commencement d'une thèse de doctorat qui va être consacrée à l'expérience du pèlerin médiéval en Occitanie, 12e-15e siècle, une approche par l'archéologie expérimentale. Nous aurons ensuite Manuel Seco-Llamas, qui est doctorant, déjà engagé dans une thèse à l'université Toulouse-Jean Jaurès et qui, lui, s'intéresse à la dimension très contemporaine des chemins, les mystères d'une revitalisation 1993-2022. Et puis le troisième intervenant, ce sera Karine Boivin, qui est professeure-chercheuse à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui est en direct depuis le Canada, malgré le décalage horaire. Et donc Karine travaille en génie biomédical, elle est spécialiste de la locomotion, de biomécanique, elle s'intéresse à la santé physique du marcheur. Donc, vous voyez, on va être assez pluridisciplinaire dans ce qui sera évoqué. Et puis, je présenterai à la fin quelques actualités ou quelques ressources. Voilà, alors la parole est maintenant à Corentin Olive. Et j'arrête mon partage d'écran. Corentin, c'est à vous. Et bonjour à tous, merci de l'invitation. Moi, je vais vous présenter du coup le projet de recherche qui est encore en train de se mettre en place. Je vous partage ça. Normalement, est-ce que c'est bon? C'est parfait. Très bien, allez, je me lance. Alors moi, l'idée de ce projet, c'est venu d'une envie de test sur le terrain depuis des années, simplement en se posant des questions sur comment on marchait à l'époque, est-ce qu'un homme du 21e siècle est capable d'égaler des capacités plus anciennes. Il y a beaucoup d'idées reçues de nos jours. On peut parler de gens qui disent oui, ils marchaient 15 à 20 km, peut-être 30. Des fois, ça a l'air d'être beaucoup plus dans les récits. Et puis, l'idée, c'est de voir est-ce que c'est possible. Aussi, dans quelles conditions, avec quel équipement, les matériaux, quelle est leur efficacité et les motivations pour effectuer un voyage dans un certain délai, ou les contraintes même. Alors, donc, face à ces interrogations, le projet s'attache sur l'expérience du pèlerin au Moyen-Âge à travers plusieurs disciplines. On va vraiment jouer sur l'interdisciplinarité, dont celui de l'archéologie expérimentale, mais j'avoue que le titre est encore en train de changer, puisque ça n'intègre pas toute la notion que je vais présenter ensuite. Ça permet d'étudier matériel et manuscrits, mais aussi de les tester directement sur le terrain. L'idée, en gros, c'est de marcher comme un pèlerin au Moyen-Âge, en conditions réelles. Donc l'intérêt, il est double. D'une part, pour comprendre la réalité des pèlerins des voyages médiévaux, et d'autre part, valoriser un patrimoine à la fois qui est connu,
mais aussi empreinte d'une imagerie très récente. Par exemple, on connaît le succès des chemins modernes. On va voir que la réalité sur le Moyen-Âge, en tout cas pour les périodes que je vais étudier, est un peu différente. Là, j'ai pris des images à la fois de fabrication, de tests de troupes qui reconstituent des chemins, et moi-même qui ai expérimenté l'image en bas à droite pour une autre période, c'était plus un projet personnel, et à la fois collectif, sur une période du XVIIIe siècle, mais hors cadre recherche. Alors, donc pour parler de cette archéologie expérimentale, avant, il va falloir travailler un petit peu. D'abord, on va croiser plusieurs sources, on va aller chercher dans les récits de voyageurs à l'époque. On peut citer le fameux Codex Calixtinus du XIIe siècle, qui n'était pas un guide, mais voilà, un outil pour inciter des voyageurs à la base à venir de toute l'Europe, et même s'installer sur place, mais on sait qu'il n'a pas été diffusé, donc c'était assez restreint. Mais il y a des éléments intéressants, et puis on va chercher dans tous les récits de voyage, donc de pèlerins qui vont à Compostelle, mais pas que. On a aussi d'autres récits des voyageurs en Terre Sainte ou à Rome. On a le livre des sentences aussi de Bernard Guy, dont je ne vais pas citer toutes les sources, mais il y en a beaucoup, heureusement, qui ont été publiées et traduites. Donc le livre des sentences de Bernard Guy, qui propose des itinéraires de pèlerinage pénitentiels cette fois-ci, qui conviendrait d'étudier aussi, parce que les gens y partaient en voyage peut-être plus localement, mais dans un délai très restreint. Donc généralement, ces textes décrivent des distances, des étapes, donnent des conseils pratiques sur la monnaie, le logement, parlent de contraintes matérielles. On en retrouve dans beaucoup d'auteurs, dont Jean de Tournai à la fin du XVe. Et là encore, j'espère découvrir le plus d'informations possible, et je suis au tout début de cela. Ensuite, on a une recherche après les récits à travers l'iconographie. Là, je vais vraiment aller chercher dans tout ce qui est enluminure, sculpture, tout ce qui détaille d'un pèlerin pour essayer de le remettre dans son contexte, détailler un petit peu ce que l'on voit sur la réalité de sur le matériel, on portait une coquille, le bâton, l'évolution, toute la diversité en fait du matériel va être un petit peu étudiée pour voir quelle est la manière la plus crédible d'en restituer un. Et ensuite, si tout ça témoigne d'une imagerie médiévale qui est parvenue jusqu'à nos jours, on peut confronter quand même avec la réalité du terrain par l'archéologie, avec toutes les trouvailles sur les tombes des pèlerins. Là encore, il y en a beaucoup. L'archéologie, c'est vraiment ce qui va orienter un petit peu la fabrication. Donc l'étude de mobilier funéraire, des ossements, tout ce qu'on a pu trouver dans les cimetières en fait, que ce soit du petit objet, du fer du bâton de marche, aux coquilles, même éventuellement aux squelettes qu'on pourrait étudier, parce qu'on voit que y a sans doute des modifications sur le corps qui apparaissent. Par exemple, au musée Saint-Raymond à Toulouse, ils ont une collection qu'ils ont trouvé sur place, dans les fouilles de l'hôpital Saint-Jean à Jérusalem, de Saint-Jean de Jérusalem à Toulouse. Ils ont trouvé à peu près 53 fers de bâton et 236 coquilles. Là encore, je ne suis pas sûr qu'elles ont encore été toutes étudiées, et ce serait intéressant de faire une étude là-dessus pour vraiment détailler tout ce qui est possible de retrouver et de comparer à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Ensuite, il sera utile d'avoir une petite formation sur la classification des coquilles. Ça, je le ferai avec mon directeur de recherche, normalement, pour contextualiser, intégrer des données archéologiques. Je découvre tout cela, il faut que je me forme à cela. L'idée serait de découvrir un petit peu la variété de ces profils des marcheurs à travers tous ces objets qu'on retrouve. Ensuite, il va falloir étudier des chemins, parce que c'est le but aussi de tout cela. On a des cartes, des cadastres anciens de l'époque napoléonienne ou même avant. Là, ici, j'ai pris un exemple d'une carte de Cassini qui permet un petit peu de gommer tous les tracés anciens, les tracés modernes, les constructions modernes, les routes et tout, pour retrouver un petit peu quelque chose de plus simplifié. L'idée serait de retrouver des itinéraires réalistes. Là encore, il y a une plateforme avec l'université à laquelle je serais rattaché qui pourrait m'aider à spatialiser un petit peu les données, cartographier et tout ordonner pour faire l'étude au mieux. Pour l'expérience de terrain, ça va être nécessaire de fabriquer des choses pour se mettre en condition, en immersion, et essayer de se prendre pour un pèlerin, mais au Moyen-Âge cette fois-ci. On va essayer de se rapprocher au plus proche possible de ces conditions. Pour cela, j'ai besoin de fabriquer des costumes, un peu comme là j'ai derrière moi, bon ça c'est pour une autre période. Des costumes de lin, de laine, de chanvre, différentes toiles, différentes matières.
différents matériaux aussi, parce que je vais utiliser du cuir pour les chaussures, du rawhide, donc la peau crue, de la toile cirée, des accessoires pour reconstituer aussi l'escarpe, la sacoche, des coiffes, un bourdon ferré, et plein de petits éléments comme les ampoules ou autres qu'il faudra utiliser. Alors, donc à travers toute cette variété des choses qu'il va falloir fabriquer, on a envie de tester quelque chose de crédible quand même. Donc on part de sources écrites, de sources iconographiques, de sources archéologiques, pour reproduire un élément. Pour ça, je vais présenter en fait l'élément que je souhaite reproduire et à chaque fois effectuer une fiche de reconstitution pour montrer la source et montrer en quoi elle s'inspire et montrer le détail de la fabrication aussi. Là, c'était un exemple d'une chemise du XVIIIe siècle qui avait été fabriquée pour un des projets personnels qu'on avait fait il y a un an de cela. Ça a permis de tester plusieurs choses et d'essayer de mettre en place une première méthodologie, voir si ça marchait, voir jusqu'où on pouvait aller. Enfin, je pouvais aller. Donc, chaque élément sera reproduit par ces fiches, reprenant les sources, les éléments archéologiques et ça des fabrications utilisées. Donc, pour me déplacer comme un pèlerin au Moyen-Âge avec son équipement, en mesurer les effets, il va falloir ensuite que je note tout cela. Par exemple, je reviens un petit peu sur l'image là parce que c'était un exemple de beaucoup d'éléments que je transportais avec moi pour un voyage qui a été effectué en Écosse en avril 2024 et en février de cette année. Il y a beaucoup d'éléments à fabriquer, à prendre en compte, à noter, à peser, à mesurer. Juste pour répondre à une première question, il y avait beaucoup trop d'éléments là. On est parti beaucoup trop chargé. Alors, l'expérience de terrain, maintenant, je vais en parler un peu plus en détail. Concrètement, qu'est-ce qui permet cette démarche expérimentale? Le danger, c'est bien entendu d'être critiquable sur la démarche empruntée. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que chaque élément doit être sourcé, noté et détaillé. Le danger, c'est de faire uniquement ce qu'il y a dans le médiévalisme moderne, c'est-à-dire de la reconstitution pure, sans prendre en compte tout. Vraiment, aller chercher chaque source. Et il faut s'inscrire dans une démarche universitaire. C'était pour ça que j'avais envie de me lancer dans un projet de thèse, ce qui n'était pas possible avant avec le projet du XVIIIe siècle. Donc, des fois, il y a des impasses, il y a de l'équipement qu'on n'a pas, qu'on ne peut pas retrouver. Donc, il faut un petit peu interpréter, il faut aller chercher au siècle d'avant, après, il faut ajuster, mais il faut toujours justifier son choix et justifier pourquoi on fait ce choix-là pour réussir à combler un manque. J'espère que ça arrivera le moins possible, mais je m'y prépare. Donc ça, c'est un exemple de grille d'évaluation qui a été faite pour le voyage de février, donc sur l'autre période. Ça permettait de noter jour par jour ce qui se passait. À la fois la météo, les effets sur le corps, le ressenti sur le corps, l'usure des vêtements, la nourriture qu'on mangeait. Enfin, essayer de noter le plus de choses possible. Il y avait même un capteur pour la température haute. Et ça permet de classifier, de voir une évolution, de noter aussi ce qu'on voyait sur le chemin, que ce soit des ruines ou autres. Donc ça, j'espère pouvoir l'appliquer sur les pèlerins, même s'il y a beaucoup de choses à améliorer encore. Ça permet de poser des questions pratiques sur combien de distance on a parcouru ce jour-là, qu'est-ce qu'on a mangé, l'équipement, est-ce qu'il tient encore la journée, combien de temps on pense qu'il va tenir, est-ce qu'il faut le réparer, tout ce qu'il y a sur le climat, le corps, l'artisanat, donc tous les métiers qui sont représentés aussi à travers un costume. Par exemple, pour les pèlerins, il faudra essayer de détailler tous les métiers représentés. Combien ça coûte ça pouvait coûter un voyage comme ça. Et c'est pour ça que pour la thèse, je pense que plusieurs expériences seront nécessaires, pas une seule, pour essayer de confronter plusieurs problématiques. Que ce soit essayer de représenter un pèlerin plus pauvre, un pèlerin plus aisé. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Plusieurs personnes aussi, parce que ça j'en parlerai un petit peu après. Mais l'idée, c'est de ne pas être seul, d'essayer vraiment d'être proche possible d'une condition réelle de voyage à l'époque. Il y a une autre problématique aussi, c'est dans un monde très urbanisé, ça va être compliqué de retrouver des voies extrêmement fidèles de ce qu'il pouvait y avoir à l'époque, parce qu'elles sont recouvertes par des infrastructures modernes, des routes, des autoroutes, ou des zones très urbanisées. Quand c'est pas possible de faire une immersion à 100%, ce qui sera souvent le cas, il faudra trouver des alternatives, reconstituer un trajet sans non plus passer dans la montagne ou aller sur des chemins qui étaient complètement... se mettre comme si un pèlerin faisait le voyage à l'époque. Donc, éviter la montagne. On passe par des villes, par des endroits habités où on est sûr de pouvoir dormir à peu près à chaque nuit.
ça va être un travail assez difficile, en se basant sur des cartes IGN ou autres. Hop, là, je présente encore d'autres éléments des diapositives qui vont permettre de détailler le matériel qui avait été fabriqué en poids, l'usure, la matière, l'usure avant voyage et après. Et là, c'était le détail du costume avec le poids. On peut voir que le poids était très important, même si on prend en compte qu'il était porté sur soi. Ensuite, là, je montre une carte que j'ai trouvée sur Internet, qui montre effectivement des chemins, parce que là, j'insiste un peu plus sur les chemins. On voit qu'il y a ces chemins représentés. Celle-là, elle est bon, on va pas dire qu'elle est fausse, mais aussi en partie parce que on sait très bien qu'il y avait des passages qui n'étaient pas empruntés par exemple le col du Somport ou le passage par le Puy-en-Velay ou Vézelay, que les voyageurs évitaient quand même. Là, ils descendaient la vallée du Rhône, ils repartaient jusqu'à l'ancienne voie romaine en contournant légèrement. Il y a plein de choses à réajuster. Elle est à la fois intéressante parce qu'on voit plein de foisonnements de chemins de partout, mais en même temps, elle est incomplète parce qu'il y a beaucoup d'a priori et qu'il faut un petit peu gommer tout cela. Je montre une autre carte qui est, elle, beaucoup plus simple, que j'ai trouvée, je ne sais plus où, mais voilà, qui montre un chemin, effectivement, réaliste en rouge, qui va de, on va dire, la voie d'Arles jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais qui ne prend pas en compte tout le foisonnement de routes ou de chemins qui pouvaient être empruntés. On verra que c'est vraiment très compliqué de répondre à ça parce qu'il y en avait autant à mon sens, il y avait autant de chemins qu'il y avait de pèlerins. Donc l'intérêt, c'est de voir ces étapes, d'essayer de voir est-ce qu'il est possible de faire 50 km, 60 km à pied, à cheval, à quelle fréquence c'est possible, quelle va être l'usure de l'équipement dans tout cela, de chercher la diversité dans le profit des pèlerins. On ne voyageait pas pour les mêmes raisons. Il y en avait qui partaient pour des quêtes spirituelles, aller parler aux saints, d'autres pour une pénitence, d'autres pour des raisons sociales ou économiques. En variant donc ces costumes, ces bagages, ces itinéraires, on peut dresser un éventail de portraits réalistes, j'espère. Et comme on ne voyageait pas seul au Moyen-Âge, l'intérêt, c'est de faire un voyage avec plusieurs volontaires, ayant des profils variés. Je pense que 5 ou 6 serait envisageable et bien. J'ai déjà plusieurs volontaires qui seraient intéressés pour partir avec moi, simplement, quand ce sera le moment de tester cela. Je ne pense pas que ce sera la première année, mais j'espère pouvoir avoir des gens disponibles au bon moment. Il faudra aussi, ces gens qui participent pourront apporter des témoignages et parler de leur expérience un petit peu à la manière des grilles d'évaluation que j'avais mis en place. Et comme l'expérience ne reste pas confidentielle, le but c'est de la documenter par écrit à travers la thèse, mais aussi accompagner ça d'un film, proposer une immersion visuelle et sonore qui permette à un public plus large de comprendre la réalité du voyage médiéval, dans l'idée de partage. Donc au-delà de l'expérience humaine, ce travail a 3 retombées principales. Je sors un petit peu pour parler du cadre général. Une retombée scientifique, en parlant de toutes ces ressources, ces sources qu'on va étudier, travailler et de les confronter à la réalité du terrain, pour en tirer des réponses. Une retombée patrimoniale et parler vraiment des chemins en soi, comme la voie d'Arles, parler un petit peu de ces routes, de ces villages, ces villes qui sont sur le chemin, enfin sur l'ancien chemin, et qui aujourd'hui sont un petit peu mis de côté des fois, et j'aimerais bien qu'on reconnecte un petit peu tout ça et qu'on en parle le plus possible. Une retombée culturelle et médiatique aussi, donc prévoir la réalisation de cet épisode documentaire dont je vais reparler un tout petit peu après, attirer des curieux et des passionnés, montrer que l'archéologie expérimentale est une démarche à la fois sérieuse et accessible. Alors, il vous reste une petite minute pour conclure. Oui, je finis juste donc pour petite correction, c'est pour je suis pas inscrit directement à l'université Paul Valéry, mais à l'EHESS, donc l'université de Paris, rattaché au laboratoire SIAM. Normalement, j'ai un financement en contrat CIFRE et je suis employé par la ville de Lézignan-Corbière qui aura le financement pour cela. Donc, pour finir, à travers ces 3 années où je vais faire du terrain, étudier les sources, ça va être de réaliser un espèce aussi en annexe, un épisode documentaire qui permettra de parler des marcheurs à ces époques-là, marcher comme des pèlerins au Moyen-Âge. Une expérience scientifique rigoureuse, à la fois une expérience humaine partagée. Il ne s'agit pas de filmer que des gens qui marchent, mais parler de cette vie, tout ce qu'il y avait cette vie et ce qu'il y avait autour de ces pèlerins. Il y avait sans doute des tendances sur le chemin, en tout cas j'en parlais tout à l'heure, je finis là-dessus. Et je pense que moi, il y avait autant de chemins et de manières de voyager qu'il y avait de pèlerins au Moyen-Âge. Et je vous remercie de votre attention. Hop, j'enlève l'écran.
Merci Corentin. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un souhaite interroger Corentin? Pas de questions a priori. Eh bien, on va continuer. S'il n'y a pas de questions, on va continuer avec Manuel Seco. Alors, Manuel Seco, il est doctorant, il est agent de développement actuellement à la Fédération française de la randonnée. Il est galicien et il prépare une thèse sur les chemins de Saint-Jacques dans le contexte de la revitalisation très contemporaine de ces chemins depuis les années 90. Donc on passe de l'archéologie à de l'histoire contemporaine et je passe immédiatement la parole à Manuel. Bonjour à toutes et à tous. Vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Bon, je voudrais tout d'abord également remercier l'agence et en particulier Laure et Sébastien pour l'organisation de ce petit déjeuner et pour leur invitation. Pour ma part, j'essaie de contribuer à cette actualité dans la recherche autour du pèlerinage vers Compostelle avec mes travaux de thèse qui s'intitulent, comme l'indiquait Sébastien, Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle en Europe, les mystères d'une revitalisation entre 1993 et 2022. Ces années correspondent respectivement à la première et à la plus récente édition de l'événement Xacobeo, qui est le nom qui a été donné à la relance ou à la reprise culturelle et touristique des années saintes compostelanes par les pouvoirs publics, notamment de la région de Galice en Espagne. Mon manuscrit de thèse était structuré en 3 parties, inspiré de la mythopoïétique jacquaire, Inventio, Translatio et Narratio. La première partie analyse de manière synchronique et diachronique les rôles des institutions locales, nationales et internationales dans cette revitalisation contemporaine de ce pèlerinage, avec un regard comparatif porté sur sa genèse au IXe siècle. Cela me permet de prendre de la hauteur dans l'analyse des conflits et des enjeux politico-économiques qui accompagnent cette remise en lumière du pèlerinage jacquaire. La deuxième partie donne la parole aux pèlerins à partir d'une enquête de terrain et d'analyse sociolinguistique où j'examine la façon dont des variables telles que la langue, la nationalité ou encore la proximité par rapport à la cathédrale de Saint-Jacques ou toute autre étape d'un itinéraire jacquaire influencent les représentations sociales du phénomène. Il s'agit également d'évaluer l'évolution entre l'image secondaire et l'image primaire du chemin de Saint-Jacques, autrement dit, celle que le pèlerin a avant et après son expérience sur l'un des itinéraires. Et enfin, la troisième partie se concentre sur la presse écrite espagnole et française afin d'étudier l'évolution de l'image publique du chemin et de la figure du pèlerin. Il est question de comprendre comment cette image oscille entre institutionnalisation, valorisation patrimoniale, dimension religieuse et spirituelle et promotion touristique. L'objectif ou les objectifs finaux de ce travail sont d'observer l'évolution entre le chemin promu, patrimonial, identitaire, touristique, religieux, le chemin perçu tel qu'il est représenté et transmis au grand public, et le chemin vécu et raconté par les pèlerins eux-mêmes, afin de mettre en évidence convergence et divergence au sein de ce triptyque qui sert de fil conducteur de la thèse. Ainsi, la question de l'image du chemin de Saint-Jacques de Compostelle suite à la création du Xacobeo dans les années 1990 est au centre de mon projet de recherche. L'image que chaque individu développe autour d'une destination touristique est conditionnée à la fois par des facteurs endogènes, aussi bien individuels que sociaux, mais également par des facteurs exogènes, c'est-à-dire des informations extérieures auxquelles l'individu a accès directement ou indirectement. Dans mes travaux de recherche, je m'intéresse à l'image projetée dans les médias et en particulier donc dans la presse écrite, puisqu'il mélange l'image promotionnelle avec des actualités, des opinions ou des points de vue dont le biais peut être positif ou négatif. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter la méthode d'analyse que j'emploie pour étudier le vaste corpus que j'analyse dans la partie 3 de
de ma thèse, qui se compose d'articles parus dans les 3 quotidiens nationaux les plus lus en France et en Espagne. J'ai quand même circonscrit mon corpus aux articles parus lors des années saintes compostellanes et celles immédiatement antérieures, puisque ce sont les périodes où la couverture médiatique du chemin est le plus pressante. L'importance de la personnalité médiatique au sens large hein, du chemin de San Jacques a été abordée par Ilia Camaño et María Andrade Suárez. Dans un article de 2016, elles nous disent que les visiteurs ont tendance à prêter plus attention aux informations pratiques, aux actualités et aux ouvrages littéraires sur les chemins de Compostelle qu'aux campagnes publicitaires institutionnelles. D'ailleurs, récemment, l'agence a réalisé une étude de terrain qui conclut également que la plupart des pèlerins choisissent les chemins de Compostelle pour leur notoriété, pour l'image secondaire qu'ils sont de ces routes et en raison bien sûr du bouche-oreille, autrement dit, sur la satisfaction globale d'autres pèlerins. En 2021, Camaño et Andrade réalisent une analyse empirique du traitement effectué dans 4 médias espagnols entre 2000 et 2019. Elles parviennent à plusieurs conclusions que vous pouvez voir à l'écran, mais parmi elles, nous pouvons souligner une représentation majoritaire des dimensions culturelles et touristiques et une circonscription des actualités au niveau régional et local. Également, le fait que la plus grande couverture médiatique est occupée par les actions publiques institutionnelles, ou encore que la Galice et les pèlerins sont les principaux sujets associés au chemin de Compostelle et au Chacobeo, mais avec très peu de couverture médiatique sur le mode de vie ou les expériences personnelles. La personnalité donc du chemin de Compostelle projetée dans la presse, du moins dans la presse espagnole, serait donc partielle et sélective. En 2022, la Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago, donc la Ligue d'associations de journalistes du chemin de Saint-Jacques, a publié également un décalogue de style journalistique pour écrire sur le chemin de Saint-Jacques qui veut favoriser, je les cite, la précision linguistique et documentaire. L'ensemble des postulats de ce décalogue nous permet de faire la lumière sur la façon dont la presse écrite espagnole s'approprie de la thématique. Et c'est ainsi que je peux ensuite, moi, orienter mes questionnements lorsqu'il s'agit d'interroger les articles qui composent mon corpus. Mais par ailleurs, les représentations sociales du chemin de Saint-Jacques sont sans doute différentes dans 2 pays comme l'Espagne et la France, géographiquement proches, mais avec des différences substantielles. Elles se manifestent dans les études sociologiques et anthropologiques qui ont été réalisées sur le nombre et le profil des pèlerins ou dans le récit de leur expérience sous différents formats, littéraires ou en ligne. Mais l'image sociale peut également être mesurée en accord avec le nombre et l'ampleur des actions publiques menées dans chaque pays, avec la terminologie utilisée pour se référer au phénomène jacquaire, ou encore justement avec l'image projetée dans les médias. Mais pourquoi avoir choisi la presse écrite? Eh bien, pour son caractère organique que l'on peut retrouver également dans d'autres médias comme la télévision ou certains comptes sur les réseaux sociaux qui ne sont pas dédiés exclusivement au chemin de Saint-Jacques, étant donné que ces médias fournissent des informations sans que le consommateur, le lecteur, le spectateur, n'ait besoin d'en faire une recherche volontaire. En d'autres termes, l'information apparaît dans un ensemble non spécifique, ce qui permet d'atteindre un public plus large, non averti. Quelle réponse peut alors nous apporter la presse écrite? Mon objectif est d'analyser l'ampleur de l'impact du Chacobeo, donc dans l'image des chemins de Compostelle et de la figure du pèlerin, mais également son évolution dans le temps. Autrement dit, il s'agit d'étudier le traitement qui est fait par la presse écrite espagnole et française des valeurs véhiculées par les chemins de Compostelle et des dimensions qui configurent leur nature plurielle. Toutes ces dimensions sont-elles prises en compte ou certaines sont-elles mises en valeur au détriment d'autres? L'information est-elle destinée à un profil particulier de pèlerins ou à tous? Ce sont des questions effectivement à prendre en compte dans un monde où la capacité d'une destination à donner une image unitaire et synthétique d'elle-même est fondamentale. Toutefois, promouvoir une image uniforme est presque impossible et pourrait être même un facteur de banalisation pour une destination polysémique comme les chemins de Compostelle. En définitive, je voudrais déterminer s'il existe des constantes dans l'évolution du traitement fait par la presse sur le phénomène jacquaire.
Cette étude relève aussi de la sociolinguistique dans la mesure où je pourrais analyser la transformation des différents termes tels que pèlerin, pèlerinage ou encore spiritualité, des termes dont le traitement n'est pas le même en espagnol et en français, mais qui dans les deux cas ont évolué à mesure qu'on leur associait des valeurs séculaires. Mais alors, quelle méthodologie pour analyser ce corpus qui est en effet très vaste? Pour vous donner un ordre d'idée, rien que pour le quotidien espagnol El País, j'ai compilé un total de 240 articles entre 1992 et 2022. Il y a bien entendu une première phase très mécanique, d'abord de recherche par mots-clés, qui sont exactement les mêmes dans les deux langues. Chemin de Saint-Jacques, dans toutes ses formes lexicales et graphiques dérivées, aussi bien au singulier qu'au pluriel, puis également Jacobeo, Jacobeo ou Jacquer. Puis une phase de lecture et de sélection, cette dernière fondée notamment sur l'importance du sujet au sein des articles. Arrive ensuite une phase de création d'un catalogue, c'est-à-dire que j'ai organisé ces articles dans une base de données suivant toute une série de variables qui me permettent de réaliser une première analyse quantitative. Vous voyez à l'écran les variables retenues, le nom du journal avec une explication de la ligne éditoriale qui sera fournie, l'année, la date de publication, le titre de l'article, l'aire géographique à la fois de la publication et du contenu de l'information, la section où se trouve l'article dans le journal, le genre journalistique, l'importance de la thématique au sein de l'article, la thématique, puis enfin le billet qui peut être positif, négatif, mais qui peut être aussi mixte. Alors, sous les thématiques identifiées, je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous voyez qu'elles sont nombreuses et assez variées. Bien entendu, il peut y avoir plusieurs thématiques au sein d'un même article, auquel cas je ne retiens que les thématiques principales dans la limite de trois items. Tout ce travail quantitatif préliminaire est ensuite accompagné d'une analyse qualitative où il est question d'étudier le comportement sémantique et contextuel, bien sûr, du groupe nominal chemin de Saint-Jacques ou chemin de Compostelle, du nom propre Jacobeo, parfois employé aussi en tant que nom commun pour désigner une année sainte, mais également de la figure du pèlerin et d'autres termes issus du lexique jacquaire, comme peuvent être itinéraire, chemin, voie, etc. Bien entendu, même si je sélectionne certains articles par rapport à l'importance de leur contenu, l'analyse de ces éléments, article par article, serait bien trop chronophage pour être effectuée pendant le temps d'une thèse. C'est pour cela que j'ai eu recours à deux outils issus des humanités numériques qui permettent d'effectuer un traitement automatique du langage naturel. Il s'agit de Voyant Tools et de Sketch Engine. Voyant Tools est une application web de code libre qui permet l'interprétation de textes ou de corpus. Elle a été développée en 2003 et elle me permet de réaliser une première analyse de la fréquence de mots avec également des graphiques de distribution de ces fréquences et des visualisations keyword, c'est-à-dire keyword in context, autrement dit, l'analyse de différents mots clés dans leur contexte textuel. Ainsi, même si l'analyse sur Voyant Tools peut s'avérer limitée, elle me permet de formuler des hypothèses préliminaires avec des nuages de mots, des grappes de termes, avec leurs connexions les plus fréquentes, ou encore l'analyse des tendances et fréquences thématiques. Ce que vous avez à l'écran, c'est un exemple visuel de cet outil, avec des données extraites de 6 articles publiés dans El País en 1993. Après cette première phase préliminaire, je rentre dans les vifs de l'analyse avec Sketch Engine qui, lui, permet de formuler des requêtes bien plus complexes et approfondies. On rentre vraiment dans une analyse profonde du mot et de son comportement grammatical et contextuel avec toute une série d'outils que vous avez à l'écran. Par exemple, avec l'outil Word Sketch, je vous ai mis le traitement du terme peregrino, pèlerin en espagnol, dans les articles parus en 2017, autour du 30e anniversaire de la déclaration du chemin comme premier itinéraire culturel européen, que j'avais pu présenter dans le cadre du colloque organisé à Toulouse en 2024. Même chose pour ce deuxième exemple d'analyse du terme itinéraire dans les deux langues. Une autre fonctionnalité très intéressante est Different Sketch, qui permet de dépasser cette analyse individuelle de chaque terme, puisqu'on peut mettre en dialogue deux termes d'une même catégorie grammaticale au sein de la totalité du corpus. Excusez-moi.
Je vous ai mis un exemple pareil, pas du tout représentatif d'une réalité ou qui permet d'avancer une quelconque hypothèse, mais c'est pour que vous puissiez voir comment cela fonctionne. Si j'analyse donc la différence entre Châteaubriand et Camille. Effectivement, pour pouvoir formuler des hypothèses, il faut que le corpus que l'on fournit à l'outil soit suffisamment conséquent. Et pour les résultats de cette recherche, eh bien, il faudra attendre la fin de la thèse qui est prévue, si tout va bien, pour l'été 2026 avec une soutenance en décembre de cette même année. Bien, pour conclure, j'espère que je suis dans le temps, je dirais Une que la petite minute méthodologie, encore. petite minute, que la méthodologie et les objectifs poursuivis dans cette recherche ont vocation à être reproductibles pour analyser d'autres supports de diffusion de l'image des chemins de Compostelle. Grâce à ces outils issus des humanités numériques, nous pouvons imaginer par exemple une transposition de cette étude à des supports tels que les guides de pèlerins, le cinéma, la littérature spécialisée ou encore les publications sur les réseaux sociaux. Donc les perspectives de recherche suite à ce projet sont nombreuses, à l'image justement de la nature polysémique des chemins de Saint Jacques de Compostelle. Merci pour votre attention. Merci Manuel pour cette présentation méthodologique de la recherche autour de la construction d'une image, d'un imaginaire, d'une représentation des chemins de Compostelle et de leur revitalisation contemporaine. Alors, il y a une question, je vais passer la parole dans 2 secondes à Monsieur Patrice Bernard. Dans le chat, il y a notre ami Didier Morel de l'association Arras Compostelle via Francigena qui discute sur le terme de ta thèse, c'est-à-dire il suggère d'utiliser plutôt clé que le mot mystère. Voilà. Est-ce que tu as une réaction là-dessus? C'est vrai que le titre surprend souvent. On m'a déjà fait une remarque pour d'autres conseils. Disons que pour l'heure, je lui ai donné ces titres aussi parce que ce sont 3 mystères de la mythopoétique jacquaire qui donnent les titres à mes 3 parties de thèse. Donc pour moi, ça faisait aussi un peu son sens, certes un peu poétique, mais je m'étais lancé sur ce titre de thèse. Mais je note, je note que le titre peut surprendre. Patrice Bernard, vous vouliez poser une question, il faut ouvrir le micro. C'est pas Patrice Bernard, mais c'est Patrice Binder. Ah, pardon. Mais ça se met Pardon, avec Monsieur un B Bender, quand même. bonjour. Bonjour, c'est Dafter. Oui, j'ai juste une toute petite question parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris. Quand vous faites votre analyse de mots, vous faites l'analyse de mots de manière isolée ou vous avez parlé d'analyse contextuelle, ça veut dire que vous faites aussi des analyses de groupes de mots parce que le signifiant d'un mot par lui-même peut changer en fonction d'autres mots auxquels ils sont associés. Donc, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu la manière dont cela se pratique? Oui. C'est une analyse différenciée. D'abord, il y a l'analyse du mot lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'il est le plus souvent utilisé, par exemple, au singulier, au pluriel, etc. Puis ensuite, il y a l'analyse contextuelle, donc le mot accompagné, donc quel est dans quel type de groupe nominal il est le plus fréquemment utilisé, quels sont les adjectifs qui lui sont les plus fréquemment associés, etc., etc. Donc, et en fait, il y a un petit peu des deux. Il y a une analyse vraiment tout d'abord du mot et de son comportement, et puis de son comportement contextuel, vraiment dans l'ensemble du corpus. Ce qui est donc, cette approche, en fait, je peux la mettre en place justement grâce à ces outils, puisque eux, ils permettent de voir vraiment phrase par phrase, si on veut, euh, quel est les groupes nominaux, le groupe nominal le plus couramment utilisé. Puis ensuite, on peut aussi voir si ce groupe nominal est utilisé dans des contextes plutôt positifs, plutôt négatifs ou plutôt mixtes. Et c'est partagé. Il y a vraiment les deux phases en fait dans l'analyse. Merci. Merci. Si pas d'autres questions, et je n'en vois pas qui s'affiche à l'écran, on va donner la parole maintenant à Karine Boivin, qui est donc connectée depuis le Canada, professeure, chercheuse à l'université
Trois-Rivières à Québec et qui travaille donc sur le génie biomédical, les postures, la santé physique du marcheur, la biomécanique. À toi, Karine. Alors, bonjour. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que c'est bon? Moi, je ne vous vois plus à l'instant. Oui, alors oui, c'est bon. Pardon. Alors, c'est bon. Bon, eh bien, dans un premier temps, eh bien, je vous remercie pour cette invitation, Laure et Sébastien. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin, même si pour moi, c'est encore la nuit ici au Canada. Alors, je suis, comme on l'a dit juste avant, une analyste de la marche, une biomécanicienne qui travaille depuis 2018 sur la thématique du marcheur pèlerin. Donc, la présentation, c'est la présentation de 2 programmes de recherche, un qui est sur sa fin, l'autre qui est en amorce. Et elle s'intitule « Au bénéfice de la communauté, la science se penche sur les enjeux, 2 choses, de l'adaptation corporelle et du bien-être chez le marcheur pèlerin ». Alors, nous savons tous que le pèlerinage pédestre est devenu un phénomène sociétal de nos jours, considérant le nombre sous-estimé de personnes qui empruntent un chemin de Compostelle pour toutes sortes de motifs. Les marcheurs peuvent être de tout âge. Ils peuvent avoir une condition physique, en fait, très différente les uns des autres. Ils ont leur historique médical. Ils ont aussi leurs appréhensions avant d'entamer pour une première fois un chemin de Compostelle. C'est un contexte, la marche pèlerine, un contexte de marche qui est immersif. C'est un contexte de marche qui est soutenu. On parle d'une pratique au long cours, une pratique qui va être substantielle d'un jour à l'autre, qui va s'étaler sur une durée indéterminée, qui peut être courte ou beaucoup plus longue. Si on compare avec la vie de tous les jours, il a été estimé que cette pratique représente 2 à 4 fois les habitudes quotidiennes chez un adulte en santé en termes de volume, en termes de quantité de marche. Alors, devant une demande si importante pour l'organisme, les questions, en fait, qui viennent à l'esprit, qui sont raisonnables de se demander, en tant que personne chercheur qui travaille dans le domaine de la santé, comment se produit l'adaptation corporelle à la marche pèlerine? Cela surtout lorsqu'on considère qu'aujourd'hui, nous avons des modes de vie qui sont assez sédentaires et que cette adaptation peut être très différente d'une personne à l'autre. Ça amène une sous-question à savoir comment peut se différencier l'adaptation entre les systèmes organismes. Est-ce qu'il y a des systèmes qui peuvent être plus vulnérables que d'autres? Donc, ce sont les questions qui ont porté l'amorce d'un programme de recherche en 2018, toujours en cours, vraiment axé sur l'adaptation corporelle chez le marcheur pèlerin. Un programme de recherche réalisé ici, à l'Université du Québec, à Trois-Rivières, et en partenariat avec l'Association du Québec à Compostelle. Excusez la voix. Comme j'ai dit, il est la nuit pour moi. Donc, voilà. Alors, ce programme a été décrit, présenté dans les ouvrages collectifs que vous avez ici et présenté aussi au Congrès à Toulouse l'an dernier, en 2024. Donc, si on regarde en fait les grandes lignes de ce programme, il a d'abord 2 grands objectifs. Un objectif de développement des connaissances et un objectif de transfert des connaissances. Les 2 sont en interrelation dans leur développement. Donc, en termes de développement de connaissances, on parle en fait de tracer un portrait multifacette qui porte sur les effets physiques de la marche au long cours en contexte de pèlerinage pédestre. Nous avons étudié les changements qui peuvent se produire avant et après un pèlerinage au niveau de l'anthropométrie, au niveau de qu'est-ce qui se passe en termes de conditions de pratique, par exemple sur le port du sac à dos. On a recensé les troubles de santé rapportés par les marcheurs. On a regardé s'il existe des modulations fines au niveau des aspects morphofonctionnels du pied et aussi au niveau du genou. Comment le genou, en fait, réagit au quotidien et à la marche. Donc, ces dimensions ont été regardées en traitant aussi comme variable à l'étude l'ampleur du parcours pédestre et aussi quelques caractéristiques intrinsèques à l'individu, à la personne, comme des différences en lien avec la latéralité du membre inférieur.
Nous avons regardé aussi l'effet du sac à dos. Je ne pourrais pas vous présenter tous les résultats, bien sûr, mais les plus pertinents, en sachant aussi que les résultats sur le genou sont toujours en analyse. Au niveau de la méthodologie, nous avons recruté au sein de l'Association du Québec à Compostelle des volontaires. Donc, on a eu 51 volontaires. Parmi ces volontaires, 38 ont participé à 2 rencontres évaluatives ayant lieu en laboratoire, soit 1 mois avant de partir et espacées d'une semaine d'intervalle. Le but de faire 2 rencontres était d'évaluer la stabilité de nos mesures. Les mesures réalisées en laboratoire, elles étaient multiples. C'était 2 heures de tests physiques sur, comme on a dit tout à l'heure, le pied, l'anthropométrie, le genou à la manche. Les participants, si on regarde l'échantillon, on parle d'un âge moyen de 63 ans, majoritairement des femmes, avec un indice de masse corporelle qui nous donne un indice, en fait, de leur morphologie, des personnes légèrement en embonpoint. Ces personnes sont parties sur une marche au long cours et, selon les résultats qu'on a collectés, ils ont marché en moyenne 600 km, presque 30 jours et autour de 20 km par jour. Ensuite, au retour, ils ont participé à une 3e rencontre évaluative nous permettant de faire les comparaisons après par rapport à avant leur marche. Si on regarde les principaux résultats obtenus, on va le regarder tout de suite en se plaçant par rapport aux autres travaux qui existent, aux autres résultats qu'il y a dans la littérature. Donc, dans la littérature, on a quelques indicateurs d'adaptation corporelle saine à la marche au long cours. On parle de bénéfices physiologiques. Les travaux importants sont les travaux de Bellman et de Harris qui ont observé des changements pertinents sur les taux de cholestérol, sur la tension artérielle. Dans le cadre de nos travaux, nous avons observé une diminution progressive et significative au niveau du poids corporel, du même ordre de grandeur que les travaux antérieurs. Et nous avons observé aussi un changement notable au niveau du tour de taille. On parle sur le ratio du tour de taille sur la taille. Ce changement notable a été observé seulement après une quantité substantielle de marche, soit après 450 km ou 23 jours de marche et plus. Ce résultat est très intéressant sur un plan de la santé puisque nous savons aujourd'hui que le ratio du tour de taille sur la taille est un biomarqueur important pour finalement le suivi des personnes qui ont des problèmes cardio-métaboliques. Ce résultat aussi n'est souvent pas obtenu dans les études où il y a des suivis chez les gens faits sur de la marche, je dirais, au quotidien, c'est-à-dire à plus petite dose. Et maintenant, si on regarde, donc ça ici, on est devant les bénéfices. Si on regarde, qu'est-ce qui se passe en termes d'indicateurs de difficulté d'adaptation de l'organisme? Donc, des aspects où il y aurait de la vulnérabilité chez la personne. Un travail important de Harris, il a souligné, en fait, la fragilité de l'être ou du marcheur sur le plan, en fait, de l'énergie, donc le système énergétique, le système tégumentaire, donc tout ce qui est la peau. Et il a soulevé aussi, je dirais, la fragilité du système musculo-squelettique. Donc, à titre de biomécanicienne, nous nous sommes penchés sur des changements au niveau musculo-squelettique que nous allons regarder ensemble les principaux résultats observés. Dans ce sens, si on regarde les réponses de nos participants, nous avons observé des soucis physiques qui sont mineurs dans la majorité des cas, mais très prévalents. On parle d'environ 80% des marcheurs ont rapporté avoir rencontré un souci physique durant la marche. Les atteintes musculo-squelettiques, donc si on parle de raideur, de tendinite, de douleurs articulaires, sont les plus rapportées. La zone de vulnérabilité du corps se situe surtout chez le marcheur pèlerin, selon nos premières observations, entre le genou et le pied. Chez le marcheur en montagne, si on regarde les travaux des marcheurs en montagne, sont beaucoup plus dispersés dans le corps, compte tenu que souvent le sac est beaucoup plus lourd. Un premier examen du pied du marcheur nous montre aussi que la longue marche influe sur l'état du pied, mais selon sa latéralité. Donc, les résultats ici ont été asymétriques entre le côté droite et gauche du corps. On a observé que le pied dominant est sujet aux manifestations indésirables
les effets qu'on a observés, c'est surtout sur le devant des orteils, le devant du pied, pardon, au niveau des orteils, qui serait relié, à titre d'hypothèse, au port prolongé de la chaussure qui vient créer des effets, je dirais, indésirables, persistants après la marche au niveau du pied, du membre inférieur dominant. Le fait d'avoir un effet de latéralité dans les résultats est très pertinent parce que nous savons qu'à la marche, notre membre dominant et non dominant ne joue pas tout à fait le même rôle. Parmi notre cohorte de marcheurs, on a identifié un sous-groupe d'individus représentant 30% des marcheurs qui ont rapporté après le trajet pédestre un état de santé du pied fragilisé, donc à leur retour. Nous sommes encore en train de faire des analyses pour vraiment comprendre qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui caractérise ces individus par rapport aux autres. Donc, bien sûr, la cohorte à l'étude, elle est petite. C'est un travail qui est plutôt exploratoire dans ce sens, mais ça nous amène des pistes qui sont intéressantes, à la fois au niveau des bénéfices physiologiques et à la fois, en fait, au niveau des vulnérabilités ou des aspects qui peuvent être fragilisés chez le marcheur au long cours. Tout le travail que nous avons fait est en prévention et dans ce sens, on a dit que de façon parallèle, il y a toujours encore des activités de transfert des connaissances. Dans ce sens, l'ensemble de ce travail est pertinent chez la communauté et chez les communautés de pratique s'il y a des retombées. Donc, en termes de retombées, il y a eu la rédaction de chapitres de livres pour aider les marcheurs en termes de préparation physique et du rapport du corps par rapport à l'équipement. Au niveau des milieux associatifs, différentes conférences, ateliers de marche et formations spécialisées. Il y a eu aussi de l'activité médiatique autour de tout ce développement de recherche. Donc, il y a 60 retombées jusqu'à ce jour. Si on regarde juste quelques exemples, on parle ici de chapitres de livres dans le guide Ulysse sur les chemins de Compostelle qui aident en fait le marcheur à se préparer adéquatement au niveau de la santé physique et du rapport à l'équipement. Autre exemple ici, vous avez un exemple d'atelier de marche. Il y a 40 ateliers de marche qui ont été dispensés au Canada, en France et certains aux États-Unis. Dernièrement, avec l'Agence des chemins de Compostelle, si vous allez visiter en fait le site Internet, on a mis en place des épisodes en podcast intitulés « Chacun son chemin » qui apportent des recommandations aux marcheurs. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on continue à faire en termes de prévention. Mais cette fois-ci, à travers un nouveau programme de recherche où nous regardons pas seulement le marcheur, mais le marcheur dans son environnement. Donc, le programme, il met en relation trois aspects, marche, bien-être et patrimoine. L'idée ici, c'est de regarder le marcheur dans son rapport aux autres, dans son rapport à l'environnement, faisant référence au patrimoine, comme vous le savez, autant culturel que historique des chemins de Compostelle. Le projet a deux phases. La première phase, notre partenaire associatif est l'association Compostelle-Bretagne, où nous allons ensemble travailler sur la conception d'une enquête. La deuxième phase s'amorce en 2026, où plusieurs seront invités à se joindre au projet. Ce projet reçoit actuellement un appui des chaires de recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa. Il est réalisé avec mes collègues, donc il est réalisé avec Sylvie Millot, qui travaille aussi à l'Université du Québec à Trois-Rivières à titre de professeure-chercheur. Elle est géographe et spécialiste en santé publique. Ce projet est réalisé également avec Jonathan Paquette, spécialiste sur les politiques de la culture et du patrimoine à l'Université d'Ottawa. Il est le directeur du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone. Plus spécifiquement, ce qu'on veut étudier, c'est l'interrelation entre la marche, le bien-être et le patrimoine au bénéfice du marcheur au long cours et des communautés de pratique. Si on regarde maintenant les objectifs du projet, l'objectif principal est de concevoir une enquête où notre but, ensuite, est de documenter sur l'interrelation entre ces trois dimensions avant, pendant
et même après un pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. À partir de l'enquête, ce que nous souhaitons être en mesure de faire, c'est de mettre en lumière des profils, les diverses typologies de marcheurs. Nous voulons lancer l'enquête sur les 2 continents, en France et au Canada. Donc, l'idée, c'est à travers la communauté de marcheurs, nous souhaitons que notre enquête nous permette en fait de créer des sous-regroupements nous permettant de mieux comprendre comment se fait l'interaction entre la marche, le bien-être et le patrimoine. Par la marche, on parle de la gestion de la marche, on parle des qualités aussi de la personne, on parle aussi de sa dimension physique avant de partir, son état initial. Par bien-être, on va recevoir l'information sur l'expérience pèlerine, sur les aspects sur la qualité de vie, sur son rapport aux autres, sur les changements que ça apporte au niveau de sa vie, autant positifs que moins positifs. Au niveau du patrimoine, on regarde la relation du marcheur par rapport à l'environnement, par rapport aux sites patrimoniaux, par rapport à l'importance qu'ils accordent, les pratiques en cours. En conclusion, tout le travail de recherche que nous faisons depuis 2018, c'est dans un but de documenter. Documenter pour mieux prévenir, documenter pour minimiser les écueils, parce qu'il y a, oui, des très belles expériences sur le chemin de Compostelle, mais il y a aussi des écueils. Notre but, c'est d'identifier les indicateurs qui permettent de fortifier ou de fragiliser le marcheur pèlerin, dans le but, en fait, de mieux connaître le portrait des marcheurs et être en mesure d'émettre des recommandations basées sur des études de cohorte, des recommandations utiles pour les communautés de pratique. Merci à vous et je suis prête à vos questions. Merci Karine pour cette intervention. Y a-t-il des questions? Alors, Monsieur Bender, la parole est à vous. Monsieur Bender, le temps que Monsieur Bender ouvre son micro, Voilà. une remarque. Ah voilà. Oui, allez-y. Oui, je vous remercie là pour cette présentation. J'imagine que dans votre travail, le rôle du poids emporté, qu'il soit constant ou séquentiel, par exemple, lorsque le marcheur est accompagné par un transporteur qui prend en charge ses bagages, vous l'avez pris en compte, le rôle de l'alimentation. Est-ce que vous avez des données sur les différences biomécaniques entre les randonneurs expérimentés qui pratiquent la randonnée sur de longues périodes et les marcheurs du chemin qui ont une autre philosophie que celle des randonneurs? Ça, c'était ma première question. Et ma seconde question, elle rejoint le premier exposé de M. Olive sur l'archéologie. Est-ce qu'on a des données anthropologiques et archéologiques sur des pathologies de la marche liées à des recherches qui ont pu être faites à l'occasion de découvertes de squelettes anciens identifiés comme ayant pu être des marcheurs, enfin des pèlerins au cours de l'histoire. Vous avez soulevé beaucoup d'éléments. Alors, je vais les prendre un par un. Donc, en fait, le premier élément, c'est, vous voulez me le redire, juste le premier, parce que vous avez dit tellement de choses. Donc, premièrement, vous avez parlé du transport du sac. Est-ce qu'on a des informations ou si on a pris en compte le fait que le sac pouvait être transporté en partie par la personne, en partie par des transporteurs? Donc, dans la première étude, sur les conditions de pratique, les marcheurs, ils disaient s'ils avaient porté leur sac tout au long ou non. Ce qu'on a observé, c'est que chez les marcheurs plus lourds en termes de poids au départ, c'est eux qui ont plus tendance à délester le sac. On ne l'a pas mis encore en relation sur le fait de s'ils avaient une blessure antérieure ou non. Ça serait un aspect à faire. Dans la deuxième étude qui s'en vient, où on va avoir un portrait des comportements des gens, ça va forcément ressortir et ça sera intéressant de voir justement en termes qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là.
Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était les différences qui pourraient arriver en termes je pense, de blessures que vous avez dit entre le marcheur au long cours en contexte de pèlerinage pédestre, qui a une pratique qui est très différente du randonneur. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas tellement, au long cours, il n'y a pas tellement de données actuellement, à la fois chez le randonneur et encore moins chez la situation du pèlerinage pédestre qu'on est en train d'étudier, ce pourquoi on fait le travail. Mais si on compare les profils, ce qui nous manque, et puis ce qui est peut-être associé, c'est chez le randonneur. En général, c'est qu'il se retrouve en contexte montagneux. Donc, dans les malaises qu'ils vont avoir, qu'on ne voit pas chez le marcheur pèlerin, c'est toutes les adaptations à l'altitude, donc qui est une différence. Ensuite, un autre aspect, c'est le rapport aussi à la nourriture et à l'eau, où en altitude, il peut y avoir plus de réactions. Les autres différences sont aussi le fait que le sac, si on est en pleine autonomie, est beaucoup plus lourd. Donc, on va avoir un portrait de blessure qui va se concentrer beaucoup plus aussi bassin, hanche et bas du dos, ce qui est un peu moins présent chez le marcheur au long cours où il y a accès aux facilités. Ensuite, la dernière question que vous avez posée, si je ne me trompe pas, c'est en lien avec finalement les profils de blessures, à savoir s'il y aurait des informations au niveau archéologique. Eh bien, c'est très intéressant, mais je n'ai pas la réponse à votre question. Je peux y répondre un petit peu, enfin un tout petit peu, parce que je suis qu'au début du projet de recherche. Ouais. Mais l'idée, oui, j'ai trouvé déjà plusieurs articles archéologiques de fouilles qui ont été faites sur des squelettes, où effectivement il y a un début d'étude en tout cas, ou une étude partielle sur des squelettes un peu modifiés, un peu changés par cette marche longue, où on sait que c'est des squelettes de pèlerins. Il y en a justement grâce aux fouilles, justement celles qui ont été faites à Toulouse. Après, maintenant, il faut que je les lise tous, que j'en tire des conclusions. Et moi, dans l'idée, ce serait vraiment d'étudier ces squelettes, voir s'il y a des particularités spéciales, et ensuite d'être dans l'idéal, parce qu'il y a beaucoup de choses à étudier et à voir, et je vais devoir faire un moment le tri et prendre ce qui est vraiment calé dans le sujet, mais vraiment comparer avec les effets sur, par exemple, mon corps, simplement, parce que j'aimerais, moi, être suivi par un médecin et les personnes qui participeront pour voir justement s'il y a quelque chose qui s'en rapproche, ou en tout cas pouvoir le comparer avec ces squelettes anciens qu'on pourra découvrir. Ces vrais squelettes de pèlerins, en tout cas. Eh bien, moi, je vais t'intéresser à suivre ce que vous faites. Et oui, aussi pour répondre à la question en chat, votre démarche pourrait m'intéresser beaucoup aussi, parce qu'il y a tout, justement. Moi, je suis un homme du 21e siècle, je ne vais pas pouvoir me prétendre directement être une personne comme Moyen-Âge, et du coup, toute cette préparation, tout ce suivi peut être intéressant aussi. Et en fait, aussi, c'est influencé par, l'équipement n'était pas le même, et possiblement que la démarche, le pas n'était pas le même non plus, dû à la taille des individus déjà qui est différente, et donc, et aussi toute la culture qu'on met aujourd'hui autour de la marche, autour de l'activité physique, qui est possiblement, chez certains marcheurs, plus sportif que un moyen de transport en soi. Ça aussi, ça peut changer beaucoup, je pense, dans les différences entre les époques. Oui, en tout cas, pour l'élément de comparaison entre le moderne et la partie ancienne, ça peut être très intéressant, en tout cas, d'échanger avec vous. Et l'étude qu'on est en train de faire va être intéressante en termes de résultats, comme base de données, en fait. La question de l'alimentation aussi sera peut-être importante. On ne se nourrit pas au Moyen-Âge comme aujourd'hui. Oui. Et on est dans deux univers totalement différents. Oui, bon, malheureusement, sur la question d'alimentation, on me pose toujours la question. Je n'ai actuellement pas de données. On pourrait peut-être essayer d'aller en chercher au niveau de l'enquête. Ça serait intéressant. Le problème d'évaluer l'alimentation, si on veut le faire de façon précise, c'est qu'il faut savoir ce que les marcheurs ont mangé. Et pour ça, ça demande d'avoir des photos, en fait, de ce qu'ils ont mangé à chaque repas. Sinon, ça devient quelque chose qui est très approximatif. Et donc, dans le domaine de la santé, quand c'est trop approximatif, ils disent que ce n'est pas valable. Donc, en fait, ça cause un peu un problème. Moi, je suis pas dans le domaine de la nutrition. C'est ce qui explique aussi que
on n'en a pas tenu en compte. Par contre, les résultats qu'on a, c'est des personnes, en fait, qui ont adapté leur alimentation en fonction du pèlerinage, mais il faut inclure éventuellement aussi toute la question de l'alimentation parce que forcément, elle a un impact qui est majeur sur le résultat. Je rebondirai là-dessus parce que c'est vraiment un des éléments qui intéresse le plus parce que moi, je vais devoir adapter aussi. Il y a un petit peu un sacrifice du corps dans ces expériences parce que on va devoir se limiter à beaucoup de choses, trier. Et par contre, vraiment, ce qui est intéressant, c'est de noter jour par jour tout en poids, tout étudier vraiment des aspects de nourriture, vêtements et tout. Mais la nourriture, en tout cas, est une part importante. Parce qu'il y aura des choses à dire là-dessus. Et déjà, rien qu'avec les expériences qui ont déjà été faites, même hors universitaire, c'est déjà des pages et des pages que je pourrais échanger et en tout cas qui sont passionnantes. Alors, je suis gardienne du temps. Je suis désolée, c'est passionnant. Et je ne doute pas que vous reviendrez dans un petit déjeuner pour nous faire part des convergences de vos recherches respectives. Même chose, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les adresser. Nous ferons le lien avec les intervenants. Et du coup, Sébastien, pour conclure ce petit déjeuner très rapidement. Conclure avec un partage d'écran. Voilà, j'espère que vous voyez mon écran. Pas encore. Voilà. Donc, quelques mots. D'abord, vous avez des ressources en ligne sur le site de l'agence, dans la médiathèque du site. J'ai fait une capture d'écran. Si vous cochez en particulier sur la rubrique, sur la requête pèlerin et pèlerinage, vous aurez des actes de colloque en téléchargement, des références de thèse et vous aurez en particulier 10 fiches mémo de savoir qui ont été réalisées par des universitaires, des fiches de synthèse de ce qu'il faut connaître. Je voulais signaler ce site, caminodesantiago.gal. Alors, il faut conserver la requête de l'avoir en langue espagnole et vous avez une foule d'informations, une revue scientifique Ad Limina qui est en téléchargement. Et puis, vous avez des actes de congrès scientifiques internationaux qui portent tous sur l'étude du pèlerin et du pèlerinage à Saint-Jacques. Et donc des actes de colloques pluridisciplinaires, historiens, géographes, anthropologues, archéologues, philologues, et tout ça est en téléchargement gratuit sur ce site caminodesantiago.gal, et puis il présente le comité scientifique de Galice, qu'on appelle le Comité international des experts, et dans lequel je rappelle qu'il y a 3 Français qui siègent dans les disciplines de la musicologie, de l'histoire et des sciences de la communication. Il existe une chaire universitaire Saint-Jacques, cathédrale del camino de Santiago.com. Vous pouvez vous y connecter et elle comporte 4 bases de données. La France, où les chercheurs français ils sont assez peu référencés. Il y a quelques chercheurs référencés. Vous voyez des bases de données qui répertorient des événements scientifiques, des centres de recherche, des universitaires et des revues. Voilà, et cette chaire est rattachée à l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle et donc soutient des programmes de recherche, prime des travaux universitaires et enregistre et diffuse des conférences que l'on peut trouver en ligne sur sa chaîne YouTube. Alors c'est évidemment essentiellement en espagnol. Je voudrais ensuite signaler que vont paraître les actes d'un colloque qui s'est tenu en novembre 2023 à Toulouse, colloque organisé par Michel Fournier et Fernand Peloux, 2 universitaires, 2 chercheurs de l'université Toulouse-Jean Jaurès, qui sont membres de des laboratoires FRAMESPA et TRAS, qui sont 2 laboratoires du CNRS qui étudient le monde médiéval et le midi médiéval. Et donc, ces actes de colloque sont actuellement en souscription
aux éditions edicos.fr. Et il s'agit d'un colloque qui a porté, colloque d'historiens extrêmement riche, qui a porté sur l'étude des reliques de Saint-Jacques conservées à la basilique Saint-Cernin à Toulouse, analyse des reliques, légende hagiographique, comment on a construit du légendaire et des récits de miracles autour de ces reliques, et puis mémoire carolingienne, la profondeur, l'ambiance, le contexte politique autour de ce culte de Saint-Jacques ou des reliques, particulièrement à Toulouse, sur le pôle basilique Saint-Cernin et sur le pôle cathédrale Saint-Étienne. Enfin, je voudrais signaler encore, il existe des supports, les chercheurs restituent souvent à travers des publications écrites, articles, livres, et voilà un documentaire qui est un moyen de recherche qui est disponible pour la diffusion. Il s'intitule Trait d'union, des sentiers ordinaires aux espaces patrimonialisés. C'est un 52 minutes réalisé par Sébastien Ressac, professeur de géographie à l'université Jean Jaurès. Il analyse la construction d'instruments d'action publique patrimoniale autour du chemin de Saint-Jacques, en particulier sur le moment de la construction des périmètres de protection de ce patrimoine chemin, périmètre de protection que dans le langage UNESCO on appelle zone tampon. Voilà. Et donc, à partir d'interviews, c'est une mise en dialogue en images et en son des discours de différents acteurs qui ont participé à la construction de ces périmètres de protection et de valorisation des 7 sections de sentiers qui sont inscrites dans le cadre du bien chemin de Compostelle patrimoine mondial, et donc avec des enjeux de préservation, des enjeux d'identification des qualités paysagères, de leur préservation et de leur valorisation. Enfin, je vais finir par là. Vous avez entendu Karine Boivin, les enjeux de comprendre l'évolution du corps humain pendant les longues périodes d'itinérance. Nous avons depuis quelques années mis sur pied des rencontres, échanges et partage de savoir savant, savoir pratique, dialogue entre chercheurs et gens ou organismes d'expérience. Et donc, ces rencontres marchaient pour guérir. Les actes des 2 premières sont en téléchargement sur notre site internet, dans la requête Marche, Spiritualité, Santé, Société. Et puis, surtout, le 21 novembre, ouvert à tout public et sur inscription, un marché pour guérir 3 qui se tiendra à Saint-Lizier, en Ariège, au centre hospitalier de Saint-Lizier. Et vous aurez entre autres le plaisir de retrouver Karine Boivin, d'autres chercheurs autour des différents enjeux médicaux de santé autour du marcheur randonneur pèlerin, la confrontation de ces enjeux de santé, de tourisme, de randonnée, de patrimoine culturel, et puis une table ronde qui réunira des praticiens, des gens d'expérience, des acteurs du chemin. Voilà. Donc, c'est sur inscription et ça se tiendra le 21 novembre. Voilà. Alors, donc, on peut conclure ainsi. Vous trouverez donc cet enregistrement de la matinée de cette heure passée avec vous sur la chaîne YouTube de l'agence. Et puis, j'espère que ça vous aura été utile et profitable et que vous aurez donc apprécié cet échange de savoir. Et puis, vous voyez, on peut tisser peut-être des liens entre des disciplines différentes. Voilà. Laure a mis le lien d'inscription dans le chat. Et si vous avez un souci, vous pouvez à tout moment, évidemment, nous joindre à l'Agence française des chemins de Compostelle. Merci. Et pour terminer, nous vous tenons à remercier nos intervenants pour la qualité de leurs interventions. Et un grand merci à tous les 3, c'était passionnant, vraiment. Et petite mention spéciale pour Karine Boivin,
qui a fait son intervention au milieu de la nuit au Canada. Donc, un grand merci pour cet effort. Vous la retrouverez donc à Saint-Lizier pour les rencontres Marcher pour guérir. Et puis, nous vous donnons rendez-vous donc pour le prochain petit déjeuner des Chemins de Compostelle, le 17 novembre à 9 h. Le lien d'inscription va circuler sur les newsletters et dans nos réseaux. Et le thème sera les financements. Donc, on sera sur des sujets vraiment extrêmement terre à terre. Nous quittons le monde de la recherche pour celui de la recherche des financements. Donc voilà, nous vous donnons rendez-vous dans un petit peu plus d'un mois, puisque entre-temps, nous aurons les vacances scolaires. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. À bientôt, merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir, merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Eh bien, à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup encore. Normalement, je serai disponible pour la prochaine sans problème. Donc, Ah, ce sera formidable. intéressant. Merci beaucoup. À Au bientôt. revoir.